L'une des attentes les plus longues pour l'une des courses les plus courtes de l'histoire de la Formule 1. Enfin, si on peut appeler ça une course évidemment. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Belgique 2021. C'est parti. Bon alors non, j'allais pas vous laisser que dans la pluie, on en a eu déjà assez hier évidemment, la petite blague a assez duré. Pour résumer un petit peu la situation de hier, deux gros problèmes évidemment par rapport à hier. La pluie ne s'est quasi jamais arrêtée de tomber, du coup même si on faisait rouler les monoplaces qui allaient d'une certaine manière on va dire assécher la piste en roulant vite et en soulevant de l'eau lors de leur passage, ça aurait pas été assez. Et alors deuxième problème, c'était surtout la visibilité qui était totalement absente. En soi rouler avec une piste qui est détrempée, why not en vrai, tu vois, mais tant qu'il n'y a pas trop d'aquaplaning, on va dire que ça peut le faire. Mais rien voir à 15 mètres alors que tu roules à 300 km/h, soit 83 mètres par seconde, là c'est de l'idiotie totale. Donc au final, on pouvait pas donner le départ, on pouvait pas faire la course, c'était trop juste. Alors on a espéré longtemps, trop longtemps, je ne peux que saluer le courage et la passion des spectateurs sur place qui se sont gelés le cul depuis l'aube pour repartir bredouille. J'ai aussi beaucoup le seum parce que pour une fois j'invitais des potes qui allaient regarder leur premier vrai Grand Prix de Formule 1 on va dire. Du coup ils n'ont pas été déçus, c'était loupé total. Deuxième réaction, on va parler de la qualification du coup, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en course. On va parler évidemment de la qualification de George Russell qui finalement lui octroie son premier podium en Formule 1 au volant de l'une des voitures les moins bonnes de la grille, il faut le souligner, ça c'est assez incroyable. Alors comment on explique ça? Assez simplement, en fait, avec des conditions aussi extrêmes, la voiture fait beaucoup moins la différence et c'est le pilote qui joue un plus grand rôle dans la performance. Alors, fallait aussi tout aligner, évidemment, faut sortir au bon moment, avec les bons pneus, faire le bon tour sans aucune erreur, donc tout donner sans faire d'erreur. Et puis c'est là où finalement on peut jouer un petit peu de chance entre guillemets parce que Russell a eu les bonnes conditions au bon moment, il a fait le très bon tour, il a réussi finalement à tirer parti de tout ce qu'il avait à disposition justement pour pouvoir faire son magnifique tour. Et il n'y a qu'à voir le comparatif entre Verstappen et George Russell. Il n'y a pas photo, enfin voilà, on a deux très grands pilotes avec des voitures qui se conduisent de manière un petit peu différente. Les Williams qui d'ailleurs étaient loin d'être dégueux pendant le week-end sous des conditions pluie évidemment, puisque Russell prend donc un podium avec la moitié des points, mais Latifi entre aussi dans les points alors qu'il s'est qualifié P12. Là aussi, mine de rien, en qualif, planter la Williams aux portes de la Q3, c'est très très fort. Alors oui, parce que du coup, il faut faire un petit peu le compte. On a Pérez qui a planté sa voiture dans le tour de mise en grille, donc du coup, il est derrière. Bottas avait pris 5 places de pénalité, donc du coup, il était en Q3, mais il a rétrogradé. Norris a planté sa voiture en qualif, Donc du coup P10 mais il est derrière puisqu'il a pris une pénale pour la boîte de vitesse, donc du coup le petit Latifi il est remonté, il a marqué des points, c'est magnifique. D'un point de vue comptable, Williams s'envole au championnat avec ses 20 points et sécurise cette 8e place un petit peu plus. Là ça va être vraiment très compliqué pour Alfa Romeo d'aller chercher
Des gros points comme ça fait du bien hein, de voir Williams remonter et sortir la tête de l'eau, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais il y a encore pas mal de chemin à faire et vu que Russell part pour Mercedes l'année prochaine, normalement, hein, on va toujours mettre des petits guillemets tant que c'est pas officiel parce qu'il peut tout se passer en Formule 1, mais normalement, vu qu'il part chez Mercedes l'année prochaine, va falloir trouver un très bon remplaçant à George Russell parce que là, justement, c'est le moment d'aligner les bons résultats et les bonnes perfs. Donc on verra ce que ça donne. Bon alors, comme on a fait moins de 75% de distance de course, on attribue seulement 50% des points. Du coup, on va se retrouver avec des demi-points un peu partout. Le crash de Norris en qualif empêche McLaren de faire un énorme break sur Ferrari, malgré une très belle P4 de Ricciardo en qualif, qu'on a complètement oublié d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé. Et pour le reste, ça bouge pas trop, on va dire. D'un point de vue pilote, en revanche, Verstappen fait la bonne opération puisqu'il revient à 3 points de Lewis Hamilton avant son propre Grand Prix national. Si on avait fait la totalité de la course et qu'on avait conservé ses positions, ou même si Hamilton avait fini deuxième, ce qui est loin d'être impossible, hein, Verstappen serait devant ou à égalité de points pour la tête du championnat. Bon du coup, rendez-vous ce week-end à Zandvoort aux Pays-Bas, évidemment. Le tracé promet a priori sur le papier peu de dépassements, donc la qualification va jouer un très grand rôle, un grand impact sur la course du dimanche. Il faudra voir ce que ça donne. Moi je suis très curieux justement de voir ce que ça va donner. Troisième réaction, on va parler du crash de Lando Norris en qualification au sommet du Ridillon qui a été finalement un peu le point culminant de ce week-end de course à Spa-Francorchamps. Le garçon s'est pris une très grosse boîte quand même, mine de rien ça fait assez mal. Je vais être tout à fait honnête avec vous, quand on a eu la caméra de l'hélico et qu'on le voyait descendre vers le Raidillon, j'ai eu un sentiment direct où je me suis dit bon, je vais pas le voir sortir du Raidillon, c'est sûr et certain, il passe pas le Raidillon. Bon, j'ai pas eu tort sur ce coup-là, mais j'ai eu le sentiment, vraiment, ça m'a pris aux tripes et je me suis dit, non, mais là, il va se mettre une boîte. Comme quoi. Alors du coup, on va expliquer ça un petit peu. En fait, il rentre pleine balle dans le gauche avant de lâcher légèrement pour prendre le droit en montée. Il touche très légèrement le vibreur intérieur avec la roue avant droite. Alors je sais pas si ça le déstabilise d'une manière ou d'une autre, mais avec l'adhérence qui était tellement précaire, un rien en fait peut faire perdre le contrôle. Il perd l'arrière de la voiture, arrive à corriger mais se prend un bon gros coup de raquette. Heureusement, ce coup de raquette le met en tête à queue tout de suite pour taper de 3/4 arrière et non pas de pleine face dans les pneus à gauche, parce que là, l'histoire aurait été totalement différente. Bon alors, le choc est impressionnant, le choc est assez dur, assez violent, mais il n'est pas dramatique en lui-même. On n'a pas eu de crash dramatique. Heureusement, ce week-end à Spa, dans les autres catégories, on a eu des crashs assez impressionnants, mine de rien. Mais fort est de constater qu'il y a un vrai problème avec ce virage, justement, du raidillon de l'eau rouge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut aussi remettre dans le contexte, hein, Norris est en attaque quasi maximale. On est en qualif, hein, on n'est pas en course. Faut claquer un temps, donc faut prendre le plus de risques possible. Hein. De toute façon, la qualification, c'est là où on prend tous les risques. Probablement trop de risques. Il en a un petit peu trop fait, couplé avec une piste totalement détrempée, voire probablement de l'aquaplaning. Le résultat, on le connaît tous. Alors, je vous ferai une vidéo justement dans la semaine pour revenir sur ce virage, pour revoir un petit peu les aménagements qui vont être apportés par le circuit pour l'année prochaine justement, pour soit accueillir la MotoGP et aussi pour la Formule 1. Il y a pas mal d'aménagements qui vont revenir, et puis pour débattre aussi de ce virage qui est le raidillon de l'eau rouge, qui est à la fois impressionnant, qui est dangereux, mais qui fait aussi tout le sel du sport automobile. Et du coup, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Quatrième réaction, on va se poser la question de savoir si est-ce que faire 2 tours sous safety car et du coup attribuer 50% des points, est-ce que c'est normal? Alors, d'un point de vue réglementaire, la règle, elle est simple, elle est connue de tous. Il faut avoir bouclé officiellement 2 tours pour pouvoir distribuer 50% des points. C'est ce qu'on a fait hier après 3 heures d'attente. On a bouclé 2 tours sous safety car. La direction de course avait repoussé la procédure de départ, mais une fois que la safety car a pris la piste avec les voitures après 3 heures de course et qu'on a dit ça y est, on démarre le Grand Prix, on a fait officiellement 2 tours, donc oui, c'est normal a priori. D'un point de vue moral et non pas légal, hein, on va dire, est-ce que l'on peut vraiment dire que l'on a bouclé 2 tours de course? Et c'est là où la ligne change avec le règlement, car ce n'est pas les spectateurs présents sur le circuit ou devant leur télé qui vont vous dire oui, on a fait 2 tours de course. Non, clairement, on n'a pas fait 2 tours de course, on a fait 2 tours de parade avec des voitures qui roulaient sur des œufs, littéralement sur des œufs.
on va pas appeler ça une course, on est d'accord. Ça dérange 2-3 pilotes, ça dérange Vettel, ça dérange un peu Gasly, je crois que ça dérange un petit peu Leclerc aussi, et ça dérange évidemment Lewis Hamilton, le Britannique qui d'ailleurs était giga salé avec le sujet hier. Normal, hein, c'est le compétiteur qui parle. Si on avait inversé les positions avec Verstappen, il aurait été probablement un petit peu moins vocal. Rien à signaler d'anormal, hein, de toute façon, dès que t'es pas dans la position de vainqueur, c'est normal de gueuler et d'essayer de tirer la couette vers toi, c'est le jeu, c'est normal. Comme on est en 2021 et que dès qu'il se passe quelque chose, on part sur du complotisme, etc. et que on va se dire que l'argent est roi, que la FIA est une vendue, etc., etc. Je veux quand même mettre un point d'honneur sur le fait que la direction de course, pour moi, a vraiment absolument tout tenté pour, et a fait tout ce qu'elle a pu pour justement proposer un Grand Prix de Formule 1 ou du moins une course avec des conditions qui étaient loin d'être acceptables et qui étaient quasi impossibles. Ils ont repoussé le départ, ils ont arrêté le chrono de l'événement pour pouvoir permettre au F1 de rouler après 18h, on les a renvoyés en piste, la safety car ou du moins la medical car a fait de nombreux tours de circuit pour voir l'état de la piste. Enfin je veux dire, si on commence à douter de la bonne foi de la FIA ou de la direction de course justement à vouloir proposer un spectacle parce que c'est dans leur intérêt, autant qu'on commence tout de suite à douter du vaccin contre le Covid, hein ? Bon alors fallait-il distribuer des points malgré ce shit show, parce qu'il faut l'appeler comme il est, hein, très clairement. Alors moi personnellement, ça m'a pas beaucoup dérangé dans le sens où on connaît la règle, on a fait absolument tout ce qu'on a pu pour essayer d'avoir un Grand Prix, elle est bien définie cette règle, donc je pense que c'est à peu près normal, là-dessus j'ai pas de soucis. Maintenant oui, est-ce que je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on fasse au moins 2 vrais tours sous drapeau vert et non pas sous safety car pour qu'on puisse attribuer des points? Oui, clairement. Là, il faudrait absolument qu'on puisse justement faire 2 tours sous drapeau vert pour attribuer des points. Et cette règle, va falloir qu'on la change pour les prochaines fois parce que clairement, on peut pas distribuer des points en disant en fait, fallait juste rester derrière la voiture de sécurité, tu peux pas te dépasser, tu peux pas faire la course, tu peux pas faire quelque chose, donc on attribue des points et finalement on dit bravo à ceux qui ont fait la qualification. Bon, voilà, je pense que ce serait bien de changer ça pour la prochaine fois. Cinquième réaction, on va parler d'une course, oui, mais pas d'une course de Formule 1, on va parler de Victor Martins qui aurait pu avoir sa première victoire en FIA F3 dimanche pendant la course longue. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Victor Martins s'est qualifié P2 déjà sur la grille, il a pris un très bon départ, s'est retrouvé tout de suite dans la boîte de vitesse de Jack Doohan et il lui a mis beaucoup de pression, occasionnant quelques petites erreurs chez son adversaire. Martins va pour lui coller son nez en sortie du virage 8 pour tenter de faire l'extérieur au virage 9. Doohan ne peut pas laisser la place suffisante à Martins et du coup Martins sort en dehors des limites de la piste. Il reste aussi légèrement à hauteur, mais un petit peu derrière et finit par lui planter un magnifique extérieur dans Pouhon. Pendant quasiment un tour, le Français s'échappe littéralement, mais son équipe le rappelle à la radio. La manœuvre pourrait être litigieuse puisqu'il a doublé grâce au fait d'avoir gagné un avantage pour pouvoir faire son dépassement en sortie du virage 9. Il s'exécute et relaisse passer Doohan et n'arrivera malheureusement pas à le repasser avec une piste qui commençait à s'assécher. Alors, c'est dommage parce qu'avec le rythme qu'il avait, très honnêtement, je pense qu'il aurait pu construire un gap de 5 secondes, voire plus, et prendre une pénalité derrière. Donc c'est un petit peu relou, ou alors même perdre la victoire là-dessus, mais au moins, il fallait peut-être tenter le tout pour le tout, essayer de s'échapper, construire un gap. Et si on lui mettait 10 secondes et qu'il avait moins de 10 secondes d'avance sur Doohan, c'est pas grave, il finissait P2 quand même, quoi qu'il arrive, mais il fallait peut-être tenter d'aller chercher justement la victoire. Ça me fait penser un petit peu à Verstappen à Bahreïn cette année, justement qui aurait préféré perdre en franchissant la ligne d'arrivée en premier plutôt que de relaisser passer un adversaire sur la piste. Alors moi personnellement, honnêtement, je trouve pas que le dépassement et la manœuvre en elle-même soient litigieux, clairement pas. Il est allé là où il avait de la place, il avait les 4 roues en dehors, il était à hauteur de Doohan. On était dans des conditions un peu extrêmes, ça s'est respecté sur la piste. Il a fait un magnifique extérieur à Pouhon dans les règles de l'art. Donc bon, je trouve que la manœuvre n'est pas vraiment litigieuse. Je comprends en revanche le fait qu'il faille relaisser passer, etc. Il est allé là où il y avait de la place. Au final, dans tout cela, beau geste de fair play de la part de Victor et surtout de son équipe, car ce n'était pas la volonté de Victor de rendre la place évidemment. Mais le fair play, ça n'assure pas les victoires en sport automobile ou même en compétition.
Il marque quand même de gros points hein, au championnat et ça, c'est quand même le plus important. Donc, il faudra suivre Victor Martins et les autres Français, évidemment, qui sont à FIA F3 avec Clément Novala qui a fait une belle perf aussi. Donc on verra comment ça évolue tout ça pour la suite de la saison. Voilà, c'est ainsi que s'achève le Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans une semaine pour le Fast 5 du Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, ne prenez pas l'eau et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.